très de vous accueillir là pour cette nouvelle séance de Savoir des luttes et luttes des savoirs, consacrée aux luttes de l'immigration, des sans-papiers, des demandeurs d'asile et des expulsés. On va aborder ces trois figures-là de ces luttes. Voilà, je vais faire une toute petite intervention. On commence un petit peu en retard, donc on va faire des interventions, on va se limiter à 20 minutes. Il y aura quelqu'un pour vous, Sophie, qui est coordinatrice, qui passera des petits papiers, qui vous fera des signes pour vous prévenir du temps. Donc ça on gère. Et voilà, juste pour faire un tout petit constat sur... déjà, bienvenue à tous nos participants et participants. Merci beaucoup d'avoir accepté. On est vraiment très content d'avoir ce panel avec, comme c'est un peu l'esprit du séminaire, de mélanger la recherche et puis la pensée militante. Donc voilà, on considère vraiment qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Moi, en tant que chercheur, ma réflexion de plus en plus, quand on voit l'autisme du pouvoir qui prétend accueillir des intellectuels pour en fait faire des espèces de mise en scène, spectacle, mais en fait qui n'écoutent absolument rien de plus en plus, je me dis qu'en fait, nous, les chercheurs, c'est vraiment... ça sert à rien d'essayer de parler au pouvoir, il vaut mieux parler avec les militants, avec aussi les artistes. Donc, là, il y a Nathalie Nambo et Maki Perchach qui ont fait un film ensemble qui sera passé en deuxième partie de ce séminaire, donc après 21h, après la pause. On fait un film qui est aussi un film qui, je pense, abolit pas mal de frontières aussi, sur un plan artistique, notamment celle entre réalisateur et sujet filmé. C'est une expérience vraiment très intéressante dont on peut s'inspirer. Et voilà, donc sur ce thème, il y a un constat quand même de pas mal de recul, sans vouloir être pessimiste, mais je crois que c'est quelque chose dont on nous parlera bien Ousmane Sissoko, qui est le porte-parole de la coordination des sans-papiers 75, qui a une grande expérience militante et aussi qui est quelqu'un qui a un souci constant d'écrire, de penser, de publier ses papiers dans le journal de la CSP. C'est la voix des sans-papiers, c'est ça. Denis Godard aussi, que j'ai connu dans les mobilisations à la Chapelle, et on avait ce blog aussi sur Mediapart où il a publié plusieurs papiers, vraiment, où il a pris la peine à chaque fois de chaque étape de cette lutte, d'essayer de penser pour essayer de mieux avancer, etc., sur où on en était et ce que signifiait aussi cette logique de lutter avec des demandeurs d'asile et non pas avec des sans-papiers, qui est compliquée parce que l'État a beaucoup plus facilement la main en alternant répression et puis de temps en temps quand même activer le dispositif de demande d'asile, d'hébergement, etc., qui fait qu'il a tout à fait une énorme latitude pour pouvoir casser le collectif et casser la lutte. Voilà, donc je pense que ça va être très intéressant de réfléchir à tout ça pour voir un petit peu où on en est aujourd'hui avec tous ces fractionnements, ce morcellement en fait, auquel aujourd'hui aussi on va réfléchir ensemble avec Clara Lecadet, qui est chercheuse qui a écrit ce très beau livre, Le Manifeste des expulsés, sur l'association malienne des expulsés, et qui aujourd'hui va nous présenter une continuation de cette recherche en introduisant d'autres associations d'expulsés dans d'autres pays d'Afrique, pour réfléchir aussi à ce fractionnement, je pense, cet éclatement des expulsés entre différents pays. Et Étienne Balibar qui va aussi nous présenter sa réflexion sur un plan plus conceptuel pour essayer de penser des manières de converger, de faire converger tous
toutes ces identités, tous ces sous-groupes éclatés qui font quand même partie voilà, des mêmes luttes de l'immigration. Et puis on va commencer par Léopoldine, qui va nous faire part de son expérience militante, qui est donc étudiante à l'HESS en M2, à la fois militante, qui a été très active dans la lutte contre les expulsions dans les aéroports, et voilà, qui va nous faire part de cette réflexion sur comment se positionner en tant que soutien et comment réintroduire aussi la question des émotions dans une lutte par rapport à toutes ces politiques de découragement, comment faire face à ce découragement sans le nier, parce que c'est vrai que dans le militantisme, il y a souvent cette tendance à vouloir être toujours tambour battant, etc. Mais c'est aussi quand même des choses à prendre en compte, c'est tout l'abattement qui peut exister, surtout dans le contexte actuel où de toute façon on a parfois l'impression qu'on lutte, mais que ça n'a aucun résultat. Et voilà, donc je propose de commencer par Léopoldine. Ensuite, on passera la parole à Anzouman, qui devra s'absenter un petit peu avant la fin, parce qu'il a son travail. Ensuite, à Denis. Ensuite, je propose à Clara de prendre la suite, et puis on finira par Étienne Baliba. Voilà. Donc chacun, vu qu'on commence un peu en retard, on va essayer de se limiter à 20 minutes chacun. Et puis je pense que, étant donné qu'Anzouman doit partir avant, ça sera peut-être mieux quand même qu'on ait à la fin de chaque intervention un petit temps de discussion, mais pas trop long, pour vraiment qu'il y ait quand même quelques questions qui puissent être posées, y compris de la part des intervenants. Voilà, mais pas trop long, et puis ensuite à la fin, avec le temps qui reste, on aura une discussion plus générale. Voilà, merci. Donc je passe la parole à Léopoldine. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais à remercier bien sûr les organisateurs Nicolas et Alessandro pour cette invitation. Mon intervention initialement, elle était prévue à être centrée sur la position de soutien dans la lutte. Et en fait, je me suis dit que finalement, j'allais plutôt articuler mon propos directement autour des politiques du découragement qui ciblent les personnes étrangères en France en 2019. Par politique de découragement, je reprends les mots d'Emmanuel Macron dans un discours au préfet en septembre 2017, et je vous le cite. Longtemps, je le sais, le dogme a été de dire « Laissons faire la queue pendant des matins et des matins pluvieux à celles et ceux qui viennent demander l'asile, ça va les décourager. » Il y a de ça dans le cerveau reptilien collectif. Mais qui a traversé l'Afrique et la Méditerranée, qui revient d'Afghanistan, que sais-je, n'est pas découragé par les matins à la préfecture ou à la préfecture de police. Je vous le dis très franchement. On peut continuer très longtemps, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Alors si les anciennes stratégies ne marchent plus, quelles sont les politiques de découragement mises en place par le gouvernement? Le découragement, par définition, c'est ce qui fait perdre courage, espérance et énergie. Je crois qu'il est ici important d'insister sur sa dimension psychologique, affective, sur comment il peut nous prendre au plan individuel, tout comme au plan collectif, sur qui il affecte, l'exilé, l'étranger, ou le ou la soutien, concerné en direct. Alors quelle gouvernementalité du découragement? Quelle nécessité scientifique et politique à en penser les effets, et donc les moyens de résistance? Je propose d'envisager le découragement, non plus comme une conséquence contingente de ces politiques mortifères, mais comme une stratégie centrale. Donc je vais aborder cette thématique à partir de deux entrées. Tout d'abord, ma recherche actuelle en anthropologie. Elle porte sur des dispositifs d'hébergement des demandeurs d'asile, des demandeuses d'asile, les PRADA, qui en réalité précarisent fortement leurs conditions de vie. En gros, ce sont des hôtels Formule 1 qui ont été rachetés par l'État, qui sont souvent les hôtels les plus précaires, les plus éloignés des espaces, des centres, souvent les plus laids aussi, les plus vétustes, et les personnes ils sont à deux dans des chambres de 9 mètres carrés. Les gens ils sont souvent découragés, affaiblis psychologiquement par l'attente, le doute, l'angoisse, la solitude et les horizons bouchés. De plus, le découragement, il fait aussi écho, je crois, à l'affaiblissement des luttes des étrangers et de leur soutien, et ce que je constate en tant que militante dans un collectif à Paris. Au cours des manifestations contre la loi Asile et Immigration l'année dernière, au printemps dernier, on était 1000, 2000, 3000, 4000 dans les rues, mais pas plus. La progression de cette intervention, elle est articulée à la question de la violence de ces politiques de découragement et à la façon d'y faire face. Donc, dans un premier temps, je vais discuter la façon dont ma pratique de recherche est poussée par une libido politique de documenter les nouvelles formes de l'enfermement des étrangers et étrangères, de leur neutralisation et de leur dissémination sur le territoire français. Étienne Baliba, il rappelait en
dans un très beau texte de 1997, ce que nous devons aux sans-papiers, comment ceux-ci ont conquis le droit à la parole dans l'espace public et ont recréé chez nous, Français et Françaises qui avons des papiers, de la citoyenneté en tant qu'elle n'est pas un statut mais une pratique collective. J'ai l'impression que ce rapport à la parole politique s'inscrit aujourd'hui dans un nouveau paradigme pour deux raisons au moins. Tout d'abord, il y a du fait du mode de gouvernance bureaucratique, de la fragmentation des identités étrangères par la multiplication des statuts, par le demandeur d'asile, de réfugiés statutaires, de sans-papiers, de dublinés, Enfin, cette multiplication, je pense qu'elle rend plus difficile l'énonciation d'un nous. De plus, l'humanitarisation de l'aide façonne des rapports très inégalitaires entre aidants et aidés, entre d'un côté donc des soutiens, là je ne fais pas de typologie, je parle de bénévoles, aussi de militants, de citoyens solidaires, d'hébergeurs, etc. Mais aussi, et d'un autre côté, des exilés. En bref, moi ce qui m'intéresse, c'est l'accès à la scène publique de la parole exilée et en quoi elle peut être écrasée parfois par les soutiens. Et c'est ça voilà, qui va m'intéresser dans un deuxième temps pour déterminer les possibles productions du découragement au sein même du champ militant par la confiscation de la parole. Ce détour par la place prise par les soutiens dans la lutte des étrangers et étrangères et par les rapports de domination qui la structurent me conduira dans un troisième temps à ouvrir la discussion à partir d'un constat relatif au milieu militant parisien qui est un peu effrayé, qui n'est pas trop pessimiste, je l'espère. C'est le constat de notre propre violence, de l'agressivité résultante de nos impuissances. Il amène l'hypothèse de la diffraction de la violence des politiques criminelles dans les relations qui nous portent et qui affaiblit nos luttes. Donc voilà, je vais commencer par me poser la question du positionnement face à la politique générale de l'expulsion. Ici, je reprends les mots de Alain Brossat, qui est un philosophe contemporain qui parle de cette politique générale de l'expulsion. C'est comment, entre guillemets, voilà, les perspectives politiques, elles orientent l'analyse scientifique des dispositifs nationaux de gestion des étrangers et étrangères à partir du vécu de l'enfermement et de l'expulsion. Parce que voilà, j'ai été militante dans un collectif anti-expulsion, on faisait des actions dans les aéroports en vue d'empêcher la déportation des personnes et aussi des visites en centre de rétention administrative. Ce militantisme, il a joué de 1 sur la motivation d'enquête, de 2 sur la constitution des problématiques à partir des questions de neutralisation de la violence dans de nouveaux dispositifs d'enfermement et de 3 sur ma démarche méthodologique dans une supposée prétention, contre une supposée prétention à l'objectivité et à la neutralité axiologique que je crois il serait bon d'enterrer. Donc au plan politique, pour moi c'était vraiment une nécessité de documenter ce qui se passait dans les Pradas, parce qu'en 2016 en fait il y a eu un appel d'offres pour l'ouverture des Pradas qui a circulé depuis le ministère de l'Intérieur, et c'était un dispositif qui était supposément pour 3 publics, donc les personnes qui demandaient l'asile, les personnes qui voulaient mais qui n'étaient pas encore entrées dans la procédure, mais aussi les personnes qui étaient dublinées, c'est-à-dire qui avaient posé leurs empreintes souvent par la force dans un autre pays de l'Union européenne, et qui se retrouvaient, je cite, qui pouvaient y être assignés à résidence dans l'attente de leur transfert vers l'État responsable de l'examen de leur demande d'asile. Donc tout le monde s'est inquiété sur la question de savoir si ça allait devenir, si c'est le cas, des centres pour les dublinés, et que la question du contrôle et du tri des demandeurs d'asile se posait en fait dans des dispositifs qui sont dérogatoires. De plus, c'est le caractère confidentiel des Pradas qui a motivé l'enquête, parce que le texte du marché public, dès lors, en fait, stipulait que les journalistes, s'ils arrivaient dans les dispositifs, les gestionnaires devaient leur interdire l'accès et les renvoyer vers le ministère de l'Intérieur pour avoir des informations sur ces merveilleux dispositifs. Donc il y a vraiment la question de la soustraction au regard de la communauté politique qui a appelé l'enquête. Et donc je me suis retrouvée cachée en fait, sur mon terrain dans les chambres des résidents, que des hommes. Et ça a eu pour conséquence en fait, de me focaliser sur leur vécu à eux de cette forme spécifique d'enfermement où il n'y a pas de mur, mais il y a une difficulté juste à sortir du centre routier, à continuer un quotidien, mais aussi sur leur forme de résistance en fait, pour repousser les murs, pour s'échapper, pour vivre. Ça a donc constitué, la constitution des problématiques de recherche, c'est vraiment noué autour de la question de la neutralisation de la violence de l'enfermement et de l'expulsion. Parce que ces actions à aéroport pour empêcher des déportations, elles m'ont rendu très sensible à la question de l'expulsion du corps étranger. Donc sur mon terrain, j'ai eu une attention qui était beaucoup plus vive en fait aux personnes qui disparaissaient, que ce soit une disparition qui soit parce qu'ils s'étaient retrouvés à devoir prendre un vol pour un autre pays de l'Union européenne où ils devaient être transférés, et donc aussi au travail des travailleurs sociaux qui leur faisaient accepter, quasiment accepter, mais c'est pas du consentement, cette expulsion par le découragement dans ce lieu. Et aussi des personnes qui disparaissaient tout simplement pour se soustraire en fait, à l'expulsion et qui rentraient du coup dans la clandestinité.
mais aussi comprendre donc, les formes d'enfermement administratif des personnes étrangères, parce que sans l'avoir établi, quand j'allais en centre de rétention administrative, j'ai inscrit donc mon enquête en PRADA sur la compréhension un peu plus large de l'archipel des dispositifs plus ou moins coercitifs à destination des personnes françaises, enfin non françaises, pardon. Pour moi, il faut comprendre la situation comme un effet un peu de brouillage entre d'un côté un durcissement des politiques migratoires et de l'autre une forme d'adoucissement du confinement des étrangers et étrangères. Parce qu'en effet, il y a la systématisation de l'assignation à résidence en vue de l'expulsion des dublinés pose l'enjeu de l'alternative à l'enfermement, et avec d'autres chercheurs et chercheuses, moi je dis que, et avec Margaret Thatcher, je dis there is no alternative. Cet enfermement spécifique participe en fait à un maillage beaucoup plus dense de formes de contrôle des étrangers. Le rapport entre militantisme et recherche, il se pose aussi à partir des références convoquées et du champ disciplinaire dans lequel on s'inscrit. Parce que depuis la crise dite de l'accueil de 2015, on a assisté à une prolifération de travaux en sciences sociales et en philosophie qui documentent les fermetures des frontières et aussi les mouvements de solidarité. Et je trouve, on pourra peut-être en rediscuter, mais qu'il est relativement criant de voir que les mots de capitalisme et de colonialisme reviennent très très peu comme grille de lecture. Et comme si la construction de l'urgence humanitaire, elle avait contaminé aussi le regard porté par les chercheurs et chercheuses. Et voilà, ça me conduit aussi à un point relatif à l'écriture théorique et à la place de la recherche face à ces politiques. Parce que les différentes formes de l'implication politique, elles se frottent en fait aux normes de l'institution de la recherche, face aux reproches d'un militantisme pas objectif, auquel certains et certaines nous répondent en brandissant l'étendard de la neutralité axiologique. Tout d'abord, je crois qu'il est crucial de réfuter cette question de l'épistémologie du point zéro, qui est neutralisante et dans la prétention à la distance. Parce qu'il faut le rappeler ici, peut-être, le discours il est toujours situé socialement par rapport au genre, à la race, à la classe sociale ou au vécu tout simplement des personnes. Le point zéro, c'est le dominant, c'est la norme, et je ne développe pas ce point, mais je me réfère aux travaux d'épistémologie féministe de Donna Haraway, Sandra Hording, ou plus récemment Elsa Dorlin. Ça pose plus fondamentalement en fait, la question de la nécessité d'une écriture documentaire, parce que la tristesse de l'enquête critique actuelle et le constat toujours plus net et affligeant d'un approfondissement des dynamiques sécuritaires et néolibérales de l'administration indésirable doivent être mis en regard avec le confinement d'une recherche en sciences sociales dont l'engagement se restreint finalement à la publicisation des résultats, et ce s'inscrivant dans une conception délibérative de la scène politique, comme Agora, où la chercheuse ferait figure de spécialiste de l'effondrement. Pardon ? Quoi ? J'ai complété en fait. Du coup, de spécialiste de l'effondrement en cours, et on se contenterait d'affiner en fait, les cadres normatifs de l'analyse des effets des politiques de non-accueil. Ce dernier point, il pose l'enjeu en fait, de la reproduction de la discipline comme disciplinarisation de la recherche sur les migrantes. Si la position de la chercheuse sur le terrain fait l'objet d'interrogations pour démêler les rôles qui nous sont assignés, je pense qu'il est aussi primordial de penser l'assignation de la recherche dans l'institution scientifique au mode de production du savoir et au paradigme politique dominant. Contre une épistémologie de la distance, pour reprendre l'expression de Jeanne Fabre-Saada, je crois qu'on pourrait défendre la nécessité de squatter la distance entre savoir scientifique et savoir pratique des luttes. L'expression, elle est de Glenda Garelli et de Martina Tasgioli, c'était dans la vidéo qu'on a envoyée. Et elle la définit en fait comme une pratique de confection de proximité qui tend à connecter des cycles de lutte politique et la production du savoir en un même point, dans la filiation de l'enquête ouvrière italienne ou de la recherche-action. Moi, sur mon terrain, je me suis retrouvée à la demande des résidents exilés, des soutiens bénévoles, à décrire tour à tour les conditions de traitement dans les préfectures parisiennes, à parler des rafles dans les gares de banlieue, à revenir à échanger en fait juste des informations sur comment ça se passait à Montigny, à Calais ou en Libye, et même à faire du consulting auprès de retraités sur comment se mobiliser en aéroport pour tenter d'empêcher une expulsion. Voilà, donc ce premier temps, il était un peu, un peu dense, mais je sais pas, ça fait un peu peut-être dans tous les sens, je dirais, mais il était relatif donc plutôt à la position militante-chercheuse qui documente en fait ces nouvelles formes prises par les politiques étatiques de découragement. Mais ça mène en fait à un second point autour de la place prise par les soutiens dans la lutte des étrangers et étrangères, autour de la question du discours scientifique et militant, en se demandant comment il peut écraser en fait la voix des premières et premiers concernés. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une spécificité à penser à partir de Mitterrand, en fait, cette question de l'étranger enfermé et du demandeur d'asile et de ses soutiens. Parce que les exilés, en fait, ce sont des personnes qui vivent une privation structurée de toute puissance resignifiée. Et là, je reprends les mots du philosophe Norman Nadjari, qui vient de faire paraître La dignité ou la mort, éthique et politique de la race,
Je l'ai découvert, donc je recommande chaudement la lecture. Et il écrit notamment, donc, par puissance de signifier, j'entends la possibilité de se présenter dans l'espace public en tant que noir ou arabe ou musulman, afin d'y faire valoir ses intérêts collectifs, politiquement, artistiquement, littérairement, théoriquement, etc. Au premier plan desquels le droit à une vie digne d'être vécue. La question n'est donc pas celle superficielle de la visibilité médiatique, mais davantage celle de la possibilité de discours effectivement porteurs d'intérêt, c'est-à-dire de questions de vie ou de mort. Fin de la citation. L'éloignement géographique et social, la non-maîtrise de la langue, l'absence de traduction isolent les demandeuses d'asile. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment les paroles des aidants et aidantes participent à cette privation par la capture de ce qui est dit et du dissible et des formes de représentation des étrangers et étrangères dans la sphère publique. Ces formes sont prolifiques, plus ou moins directes et conscientes, mais elles s'appliquent dans une même violence. Et je voudrais prendre ici deux exemples. D'abord, il y a la capture du sens par le soutien. Là, je cite un exilé qui s'appelle Siamak et qui disait, enfin c'est un faux nom, mais c'est dans un dialogue qu'il avait dans le dernier numéro du journal des anthropologues, qui s'appelle Subjectivité en exil, qui est vraiment génial. Il disait l'exilé se met dans les mains d'une autre personne pour présenter sa réalité à la société. Cette réalité reste toujours intersubjective et n'est pas entièrement ce que le réfugié voulait montrer à la société. Il y a encore le problème linguistique. Mais en plus, les idées de la personne, chercheur, bénévole, journaliste, s'imposent toujours. Soit avec un changement direct, ce que j'ai vu plein de fois, par quelques journalistes qui posent des questions qui mènent le réfugié à leur idée. Soit ils changent les paroles des expressions du réfugié pour mettre leurs idées derrière les paroles du réfugié au nom du parler pour les réfugiés. Parler à la place d'eux sur la place publique est parfois lié à des maladresses, mais parfois juste au fait que au savoir supposé du militant qui pense mieux connaître les intérêts des personnes concernées. Il y a un autre plan aussi de cette violence, c'est la violence dans la réification représentative, et notamment à partir de certaines créations artistiques. Je me réfère ici aux travaux de l'anthropologue Alexandra Galitzine-Milvet et à notamment son article aussi vraiment génial sur le livre de la jungle de Calais, où elle étudie les façons dont Calais a été fantasmée comme une ville cosmopolite, de monde en devenir. Elle y affirme que la subjectivation de la jungle s'est faite au détriment de ses habitants et habitantes et a conduit à leur désubjectivation dans un certain nombre de travaux artistiques. C'est la projection du fantasme du soutien qui veut croire à la solidarité et créer une hégémonie, une image du lieu qui fait de sa capacité à se faire entendre, à diffuser son discours. La recherche est complice de ces représentations lénifiantes. L'enjeu n'est pas de s'interdire d'écrire sa propre mémoire des luttes, mais de s'interroger sur l'inscription, je crois, de sa vision dans les représentations dominantes et sur ce qu'elles invisibilisent. Répéter que Calais est un espace des devenirs, outre le fait que ça ne veut strictement rien dire, il s'agit d'un espace, cela invisibilise le fait qu'il s'agit d'un espace violent de relégation. De ces deux cas, on peut tirer la nécessité d'avoir une conscience un peu plus exacerbée en fait, de cette domination pour arrêter d'être des alliés catastrophiques sur ces luttes. Je crois qu'il faut arrêter de fantasmer cet espace d'égalité des luttes menées aux côtés de ceux qui ont pourtant défendre. Et pourtant, en fait, je crois qu'il faut même se demander si c'est vraiment une lutte de non-concernés, en fait. Parce que c'est un reproche qui est très régulièrement fait aux blancs et aux blanches soutiens, ça qui apparaît des luttes, de se mettre sur le devant de la scène et de reproduire des rapports de domination raciste dans les pratiques tout en pérorant sur le fait que c'est une lutte des migrants. Et ça revient très régulièrement, que ce soit en AG, en réunion, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'échappe. Enfin, je ne sais pas si vous aussi vous voyez ce genre de conversation, mais moi je les vois très régulièrement venir. Donc pour moi, il y a une nécessité politique et éthique à avoir conscience de ces rapports de pouvoir avant de s'activer muet par la volonté d'aider. Toute aide secourable ne peut advenir qu'en entamant le projet de souveraineté de soi-même, écrit la psychanalyste Laurie Lofer. C'est une réflexion présente dans le monde associatif, paradoxalement, par les grosses associations présentes historiquement, depuis longtemps, qui ont engagé autour de l'autonomie des sujets. La spontanéité de l'aide interdit pourtant parfois dans les nouveaux collectifs qui se forment, mués par la volonté de venir distribuer de la nourriture et des vêtements aux pauvres exilés sur nos ponts. Et ici, voilà, quand je prends un exemple ici de mon terrain, où les bénévoles actifs m'ont raconté que des bénévoles avaient dû se trouver un ami, ils devaient se choisir parmi les résidents un ami, et qu'en fait, il y avait une sorte de relation du coup extrêmement, de dépendance totale en fait, qui était construite en fait par ce rapport d'amicalité qui était faux. Ok, cool, merci. Et du coup, je pense que cette question de la confiscation de la parole, le projet du découragement dans le milieu, même défini comme solitaire, et que les représentations dominantes, la capture du sens des mots, fait désespérer de se faire comprendre. La violence est dès lors renouée dans et sur la scène locutoire. Perdre sa puissance de signifier, c'est peut-être la production ultime du découragement, en ce qu'elle provient du milieu même autoproclamé solidaire. Je crois que ça nous amène, moi ça m'amène en tout cas à penser la spécificité de la position de soutien.
parce qu'il faudrait alors trouver une sorte de juste distance pour ne pas se laisser déborder par ses affects face à l'autre, et pour éviter la posture toxique de white savior, de sauveur blanc. Mais il faut, je pense, dans un dernier temps, prendre à bras-le-corps la difficulté de cette position et de la relation de soutien à partir des affects qui sont mis en jeu. Parce que pour moi, en fait, finalement, nous concerner, ça m'amène là. Et ça a appelé à une reformulation pour comprendre cette ferveur de la parole, cette intensité émotionnelle qui est mise dans une cause ou dans une lutte, en proposant l'expression de concerné en direct. Parce que je pense qu'il faut comprendre à partir de quoi on se sent concerné. Pour moi, c'est à partir de ces affects et à partir de relations interpersonnelles qui sont nouées. Ce qui revient souvent, c'est le fait de se mobiliser à partir de la honte qui nous relie à l'État et à une prise de conscience de la violence. J'ai vu la colère des papis et des mamies sur le terrain, parce que c'est des personnes plutôt âgées, impliquées donc, dans l'association du village auprès des résidents du Prada. Plus ils comprenaient Dublin et ce que c'était en fait cette bureaucratie française, plus ils se mettaient en colère. J'avais constitué une hypothèse qui mériterait sans doute d'être plus testée, de la radicalisation politique des formes de bénévolat face aux politiques de non-accueil, et qui mettrait en crise le rapport à l'État à partir de son traitement des étrangers et étrangères. La rencontre d'exilés et les récits des actes de cruauté vécus, des futurs interdits, pris individuellement, mais aussi le poids de leur nombre, conduirait à se ressaisir de questions politiques plus larges. Mais une limite de cette hypothèse, c'est un peu pessimiste, c'est l'épuisement, le burn-out des militants et militantes face au débordement de tant de violences, qui certes ne nous touchent pas directement, mais dont on est les témoins, parfois impuissants, dans la nuit de l'Europe, pour paraphraser Achille Mbembe. Je vais finir peut-être sur cette idée d'épuisement. En fait, je le rappelle, être militant et apprenti chercheuse, donc c'est pas une question de neutralité axiologique, c'est pas cette difficulté pour moi, mais en fait, pour moi, ça a été le problème plus frontal de délimiter en fait les limites du soi, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou physiques. L'année dernière, j'avais publié un texte Sisyphe à l'aéroport que j'avais écrit après la dernière action aéroport que j'avais faite, donc c'était en mars 2018, il y a 1 an. 3 personnes que j'avais rencontrées avaient été déportées en 1 semaine, et je ne le supportais plus. Et c'est l'impression d'un perpétuel recommencement qui était un point de vue très situé. Et voilà, durant 6 mois, j'ai hésité en fait, à publier ce texte, et finalement, on m'a dit si, vas-y, bon, ok. Parce que j'avais peur en fait de décourager des camarades militants qui auraient voulu s'impliquer sur la lutte anti-déportation, et que c'était pour moi que pour moi ça posait en fait la nécessité de penser en fait collectivement nos affects et de comment ils circulaient pour pouvoir prendre soin aussi les uns des autres, durer sur les luttes qu'on soutient, mais aussi pour rendre compte de l'infusion des violences extraordinaires sidérantes dans une quotidienneté, pour penser en fait en bref les façons par lesquelles on refuse de s'y habituer. Voilà, pour conclure, c'est quelques pistes de réflexion, elles sont issues de mon point de vue très situé, peut-être de mon propre découragement. Et pour moi, il est temps d'arrêter de lui faire place, peut-être, de me taire et de le combattre par des actes, en arrêtant de me perdre dans l'analyse de l'effondrement du four. Et de lui répondre par la colère des actes. Et les moyens de lutte de la politique de découragement, moi, je ne les ai pas, en fait. J'en ai quelques-uns, mais bref, je pense qu'il faut qu'on les discute ensemble. Mais pour moi, ils peuvent venir que de la part des sans-papiers, et c'est pour ça que, en fait, je le dis avec les souvenirs gravés de la ferveur de la coordination des sans-papiers de Paris en manifestation, pas plus tard que samedi dernier, à la marche des solidarités. Et voilà, du coup, je laisse la parole à Ousmane Sissoko. Merci. On va peut-être juste prendre quelques questions, comme j'ai dit. Et oui, effectivement, la transition avec c'est évident, mais désolé de casser cette transition. Voilà. Il y a des questions. Moi, je voudrais peut-être juste déjà citer l'article de Michel Leclerc-Olive, je ne sais pas si qui s'appelle Expérience migratoire et épistémologie sédentaire, où justement elle critique toute cette normativité de la recherche de la neutralité axiologique, de la façon dont elle se coupe complètement des émotions, comme relevant des épistémologies sédentaires que toi t'allais chercher dans la théorie féministe, et du coup auquel elle a donné ce nom-là, et je trouve que je crois que ça date de 2013. Ouais, 2015, elle a retravaillé en 2019 ou en 2018. Parce que moi j'avais une version comme ça, ma version de bureau, j'avais eu un souci. Et merci, en tout cas c'était passionnant. J'ai juste une toute petite question aussi sur la catégorie de blanc
Parce que, bon, c'est pas parce que je suis blanc que je cherche à dire ça, mais c'est, en fait, qu'est-ce qu'on entend par blanc, en fait? Parce que, moi, dans les luttes, j'ai vu des blancs qui avaient un comportement qui ne cherchait pas du tout, qui ne produisait pas ce genre d'occultation des subjectivités des migrants. Et par contre, j'ai vu des gens qui n'étaient pas blancs, mais qui avaient des papiers. Voilà. Donc, je pense qu'on peut peut-être ouvrir un petit peu cette catégorie. Ça va peut-être pas mal de l'affiner un peu plus. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à répondre. Je sais pas, c'était pas vraiment une question, mais je trouve ça très juste. Pour moi, c'était, si j'ai utilisé ce mot blanc à un moment, c'est aussi parce que ça force à penser aussi sa blanchité. Oui, son privilège. De privilège, mais aussi c'est aussi une question de privilège de statut à ce moment-là. Et oui, bien sûr, les blancs ne sont pas dans des rapports. Il y a aussi des gens qui ont une forme de réflexivité aussi autour de leur pratique. J'ai dressé un portrait assez, parfois un peu sombre aussi, parce que moi, c'était des blancs qui me tenaient à cœur de pouvoir travailler aussi collectivement sur ces rapports de domination, mais oui, peut-être que c'était un peu abusif de l'utiliser. Non, je pense pas, mais je pense pas. Voilà, je soulève ça parce que c'est vrai que voilà, dans la critique du racisme, du postcolonialisme, etc., et que ça fait sens, voilà, la catégorie raciale, elle joue complètement, mais bon, il y a aussi des non-blancs qui sont des gens avec papier qui viennent dans les luttes et qui peuvent avoir aussi ce genre de problème. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une question en public à poser à Léopoldine avant d'enchaîner? Une, deux, trois. Je suis sûr qu'il y en a, mais qu'il y a des gens qui ne posent pas. Ça m'arrive très souvent dans le public. Mais bon, on va passer la parole à Anzuman. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Anzuman Sissoko, je suis l'un des porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers, mais aussi de la coalition internationale de sans-papiers et migrants. Donc, je suis en France depuis 25 ans et je suis resté 13 ans et demi sans papier. Donc aujourd'hui, moi je souhaitais aborder 2 ou 3 points, notamment les absurdités, les lois anti-migrants et aussi parler de l'organisation, comment s'organiser pour défendre les migrants ici et là-bas. Ici en France, en Europe, là-bas en Afrique, dans notre continent. Et aussi parler de la justice sociale, la libre circulation et l'installation pour tous et la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, pour commencer aux absurdités, moi quand je suis arrivé le 1er septembre 1993, pour ceux qui se rappellent, c'était à ce moment le gouvernement Balladur avec Pasqua comme ministre de l'Intérieur qui votait la loi sur le droit du sol. Avant 1993, les enfants qui naissaient sont français tout de suite. Et à partir de 1993, le gouvernement Balladur a supprimé ce volet-là. Mais bien avant ça, toutes ces absurdités ont commencé en 1974 avec l'arrivée du titre de séjour. Parce que la France est un pays à part au monde, dans le monde. C'est ce que j'ai toujours dit. Par son histoire et par son rôle social dans le monde. La France est un pays à part. Il ne doit pas se comporter comme l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, j'en passe. Donc, avant 1974, les Tunisiens, Algériens, Maliens, Sénégalais venaient ici travailler avec le passeport, la carte d'identité de leur pays. Ça se passait très très bien. Et à partir de 1974, jusqu'à, ils ont inventé le fameux titre de séjour pour faire la différence entre les gens. Ça crée pas mal d'inégalités. Là, on est au cœur de ces problématiques-là aujourd'hui.
Donc, ces absurdités ont connu des moments très importants, notamment quand on parle aujourd'hui de délit de travail. Parce que quand tu travailles, aujourd'hui en France, c'est un délit. Alors qu'on doit vivre, tout le monde est d'accord, un être humain doit vivre. Mais comment on peut vivre sans travailler? C'est ça le problème. Donc c'est une absurdité de dire aux migrants, de faire par la loi, vous êtes interdit de travailler. Donc ensuite, demander à ces mêmes personnes, pour être régularisées, il faut vous donner la preuve que vous travaillez. De fait, par la loi en 1993, on est interdit de travailler. Aujourd'hui, pour être régularisé, il faut trouver des fiches de paie. Donc ce sont des choses que moi j'ai du mal à comprendre dans une société qui n'est pas méchante. Parce que cette société, quand je dis méchant, ce n'est pas la société en elle-même, c'est les politiques qui sont très très méchants, qui sont très violents dans leur politique aujourd'hui. Dans leur discours même verbal, c'est très violent. Donc voilà un peu l'un des absurdités. Et nous, la coordination 75 des sans-papiers, on est la suite de la lutte qui a été menée à Saint-Bernard en 1987. Certains parmi nous étaient là encore en 1987. Donc nous avons essayé de décortiquer ces lois avec des Français qui sont avec nous depuis belle lurette et qui continuent à nous accompagner pour essayer de sortir les incohérences de la loi et ses absurdités. Donc, même les gens qui sont en situation régulière ne sont pas traités de la même manière. Je prends l'exemple des retraités. Les gens qui sont retraités, qui vont au pays aujourd'hui, qui restent 3 ans, ils ont des problèmes à l'arrivée à l'aéroport ici. Ils ne peuvent pas rentrer. Sauf ceux qui sont un peu dégourdis, ils arrivent à saisir un juge, un avocat ou un interprète pour essayer de faire des procédures. Ils arrivent à rentrer, mais sans document. Donc pour quelqu'un qui travaille en France pendant plusieurs années, qui est à la retraite aujourd'hui, et c'est absurde de le maintenir en zone d'attente parce qu'il est resté plus de 3 ans au pays. C'est quoi ça? Et en même temps, ces mêmes retraités, des fois, bon, ça c'est pas une absurdité là-bas, mais c'est une astuce en fait. Ils demandent à ces gens-là s'ils veulent rester définitivement au pays pour toucher leur retraite, il y a une autre carte de séjour à vie qu'ils peuvent les donner. Mais ça veut dire que si le jour où cette personne tombe malade en Tunisie ou au Mali, il ne peut pas venir en France pour se soigner. Alors que chaque mois, sur sa fiche de paye de retraite, il cotise, continue de cotiser à la caisse d'assurance maladie. Donc, ce sont des choses qui, à mon avis, qui ne sont pas juste dans une société de conscience. Alors, les gens qui ont la double nationalité, aujourd'hui, pour quelqu'un qui gagne 1500 €, c'est difficile de vivre en famille ici. Il faut être clair. Donc, ces gens-là, ça peut être un homme ou une femme qui accepte de venir travailler ici et laisser sa femme au pays et ses enfants. Ou son mari et ses enfants au pays. Parce qu'avec 1500 francs, 1500 €, on ne peut pas vivre en famille. Ici, les loyers sont chers, tous les salles sont chers. Donc ces gens-là, une fois qu'il y a un enfant qui arrive dans le foyer, ils ont 45 jours pour demander la transcription à l'ambassade de France de ce pays. En tout cas, pour le Mali, c'est comme ça. Donc on sait que l'administration malienne, on ne peut pas le comparer à l'administration française. En 45 jours, on n'a rien. Donc tu peux perdre ce droit-là de transcription de l'extrait de naissance de l'enfant à cause de la lenteur administrative des autorités maliennes. Et ensuite, l'ambassade de France, il suffit qu'il y a un S qui manque ou un point,
c'est fini. Tu peux ne pas avoir la transcription. Donc, il t'obligerait, l'ambassade obligerait ce couple-là à faire venir sa famille en France. Alors que personne ne veut plus de migrants en Europe ou en France. Donc, les gens de grâce qui ont la double nationalité, qui ont choisi de vivre une partie de leur famille dans leur pays d'origine, je pense que ça doit être entendu. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite, bon, pour moi, s'organiser aujourd'hui pour défendre les migrants là-bas, je commence par là-bas, je pense qu'il y a des réseaux villageois aujourd'hui qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'on ne peut pas se passer. Dans les villages, ils sont organisés depuis avant la colonisation arabe, depuis le XIIe siècle. Ils sont organisés comme ça, c'est-à-dire autour de la place publique. Et quand c'est dans les villes, c'est autour des quartiers. Donc cette organisation, c'est de 12 à 35 ans. Ceux qui ont plus de 35 ans, ils sont organisés autour du chef de village. Et ce sont ces réseaux-là qu'il faut aller les rencontrer, discuter avec eux, parler de tous les problèmes que vous souhaitez soulever. Ces réseaux, c'est un lieu où on peut passer le message. Mais ce n'est pas comme la façon dont nous on le fait ici, en envoyant le message téléphonique à tout le monde, on se retrouve tous les mardis à 19h à la TNF. Non, ces jeux, il faut guetter quand est-ce que ce réseau-là s'organise et quand est-ce que ces réseaux-là ont des activités. Donc vous dites aux responsables de ce réseau que moi j'ai un message à faire passer auprès de vous aujourd'hui. Donc les femmes aussi sont organisées de cette manière, mais quand je dis de 12 à 35 ans, c'est tout, que ce soit les filles ou les garçons, c'est tous compris dedans. Ce sont les femmes mariées qui ne font plus partie et ceux qui ont plus de 35 ans. Donc nous, c'est comme ça, la coalition internationale des sans-papiers maliens, quand on a des actions au Mali, on touche la jeunesse comme ça. Et aussi à travers le foot, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui sont tous fans de foot. Donc il y a des moments importants dans leur tradition, notamment les fêtes traditionnelles, les fêtes de l'indépendance du pays, le 1er janvier, des choses comme ça, où ils organisent des événements sportifs, des événements culturels. Donc ce sont ces moments-là qu'il faut venir leur parler. Notamment, il y a 2 ans, nous, on a organisé une compétition communale sur le 36 villages. On a commencé au 32e de finale jusqu'à la finale. Et à travers ça, on a réussi à mobiliser 82 personnes pour venir au sommet, au contre-sommet France-Afrique à Bamako en janvier 2017. Si ce n'était pas dans ce cadre-là, c'est difficile de mobiliser des gens jusqu'à 800 km. Mais donc, il y a ces réseaux-là qui sont là qu'il faut les utiliser pour essayer de les mobiliser. Et c'est autour de ces mêmes réseaux-là qu'on a réussi à faire passer des films sur la malédiction du Mali. Parce que pour ceux qui connaissent le Mali, le cercle de Kéliba qui est dans la région de Caille, il y a 5 mines d'or. Donc ils sont en train d'utiliser des produits chimiques à tout va. Donc on a réussi quand même à faire passer le message. Ce n'est pas suffisant, mais il faut continuer. Donc il y a aussi les fêtes traditionnelles. Les fêtes traditionnelles, c'est souvent autour des baptêmes, des mariages ou des circoncisions, parce que ce n'est pas encore fini. L'excision ou la circoncision, ça continue encore dans certains endroits. Donc ce qui est intéressant quand même, on a la possibilité de passer des messages sous forme de théâtre en expliquant le méfait entre guillemets de l'excision ou de la circoncision. Et aussi, par exemple, le faible taux de scolarisation des filles. Cette année, par exemple, en janvier, il y
Il y a eu l'UNICEF qui a envoyé les gens dans mon propre village pour jouer des scènes de théâtre pour expliquer à la population le danger de l'excision. Alors, pour ici, c'est beaucoup compliqué. Mon prédécesseur l'a dit. Et nous, en 1996, on avait comme lieu de refuge, c'était les églises. Parce que nous pensons que c'est le seul endroit où la personne humaine est respectée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, en 2002, on s'est fait tabasser dans l'église. Récemment, l'année dernière, à la basilique de Saint-Denis, certains sont au courant de ça, comment ça s'est terminé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Les marches ne donnent plus grand-chose. Les grèves de la faim, c'est pareil. Les manifestations, on voit bien avec les syndicats, même avec 1 million de personnes dans la rue, ils s'en foutent. Ils préfèrent parler de 1500 casseurs que de parler de 45 000 personnes qui ont manifesté pour le climat. Donc tout ça, ça interpelle. Pour dire qu'aujourd'hui, on est face à un vide total pour mobiliser. Comment créer le rapport de force aujourd'hui en France, en Europe, pour que la cause migratoire, que la question des gens qui souffrent de cette manière-là puisse être entendue auprès des politiques. En tout cas, pour moi, personnellement, je n'ai pas d'idée. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut baisser les bras. Non, moi je ne suis pas pour quelqu'un qui vient en France, qui reste à la maison, qui reste au foyer, j'ai caché, non. J'ai horreur de ça. En 1996, quand j'ai eu l'interdiction de séjour sous degré, j'ai porté cette interdiction pendant 10 ans. Et quand j'ai été assigné en résidence en 2001, je suis resté 6 ans assigné en résidence. Je n'ai même pas le droit de quitter le pays. Je partais en Allemagne, je partais en Italie, je partais en Belgique pour participer aux réunions et faire des manifestations. Mais je peux vous dire que si un sans-papier est dans ces cas-là aujourd'hui, c'est impossible. Il peut circuler encore à l'intérieur de la France, mais il ne peut pas sortir les frontières, ça c'est sûr. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre de faire il y a 10 ans, 15 ans, qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc il faut en tout cas inventer, créer ce rapport de force qui a fait qu'on a pu obtenir des choses dans le passé. Alors pour moi, la justice sociale, c'est de dire est-ce que les Français sont d'accord qu'ils soient mieux traités que le reste du monde. C'est-à-dire, bon, je veux me limiter à l'Afrique, certains pays de l'Afrique qui ont des liens très forts avec la France. Est-ce que vous acceptez que vous fermez la porte aux Français et aux étrangers et que de votre côté, vous avez la liberté d'aller partout où vous voulez? Et que la matière première que nous utilisons en France ici vient de ces pays-là. Donc pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. Et que la justice sociale, ça peut être un thème qui peut fédérer, qui peut tenir peut-être la route pour dire que ces choses-là, on ne doit pas les voir aujourd'hui au XXIe siècle. Les gens qui travaillent ici, qui cotisent dans toutes les caisses, donc, ils peuvent se soigner, mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas voter. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas justes, selon nous, le mouvement des sans-papiers. Alors, les salaires sont différents, je le dis, il y a des pillages dans ces pays-là. Donc ça continue. Quand tu vas à Bamako aujourd'hui, tu ne peux pas faire 50 mètres dans la rue, tu ne vas pas des panneaux orange, tous les 50 mètres, orange, partout. Et ici, les Maliens ne sont pas les bienvenus. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire, parce qu'en décembre 2017 plutôt, j'étais à Abidjan contre le sommet UE-Afrique. Alors, il y a aussi la question de la liberté de circulation et d'installation. Pour moi, c'est la seule solution pour éviter à tous ces morts légères dans la Méditerranée
et ainsi de suite. Parce que ça permet quand même d'éviter ces réseaux de passeurs, ces réseaux criminels, en donnant la liberté aux gens de circuler. Et souvent on dit c'est un appel d'air, c'est pas vrai. Au moment où je disais que le passeport tunisien et malien était respecté en France, il n'y avait pas une vague. Et même loin de là, l'immigration interafricaine est beaucoup plus importante que l'immigration de l'Afrique vers l'Europe, de l'Afrique vers la France. Donc pour moi, ce sont des sujets qu'il faut aider. Il y a 2 ou 3 associations qui se sont mises ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont créé l'OCU, l'Organisation pour une citoyenneté universelle. Je pense qu'il faut aider ces associations-là à convaincre les États d'accepter que le passeport tunisien, malien doit être égal au passeport français, parce qu'aujourd'hui tout est biométrique. Dans mon village de 600 habitants, tout le monde est fiché, parce qu'ils ont fait une carte Nina au Mali, même pour voter, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voter. Donc les empreintes sont prises. Partout où tu vas maintenant, c'est ça. Donc on ne peut plus se cacher. On ne peut pas empêcher les gens de circuler. Alors, la régularisation, longtemps on a parlé de ni régularisables, ni expulsables. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que du moment où ils arrivent à diviser la famille, expulser le mari, les enfants restent ici, à expulser les malades, les étudiants, les mineurs, je pense que quand on voit tout ça, on se dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce nini. Donc, sauf quelques-uns qui arrivent à obtenir du juge administratif, mais c'est un cas sur 1000 ou un cas sur 10 000. Donc, on ne peut pas dire que ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement a tout, avec ce réseau de fichage, dans tous les pays du tiers-monde, ils ont la facilité maintenant d'expulser. Parce que personne ne peut nier, maintenant que je suis malien, je suis tunisien, parce qu'avec les empreintes que vous avez prises pour vous identifier dans votre propre pays, ce fichier est géré ici. La preuve en est que tout malien où il y a une erreur sur sa carte Nina, pour la rectifier, il faut contacter Bamako et Bamako contacte Paris pour supprimer ce nom mal écrit dans le fichier pour que la correction puisse aller à Bamako et que vous aurez votre fiche individuelle entre guillemets qui vous permettra d'avoir un passeport ou les cartes d'identité nationale. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut plus se cacher dans ce monde. Voilà. Donc la régularisation, ils arrivent à séparer les familles, les expulsions de malades, ils durcissent les lois, les concordances maintenant qui permettent aux travailleurs d'être régularisés, c'est fini, ils vont en prison pour les fautes amendes. Donc ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile. Et la loi qu'on vient de voter dans ce gouvernement, je n'ai jamais vu une loi plus dure. Parce que cette loi, ça bannisse, c'est un bannissement. La personne humaine est bannie. C'est-à-dire que quand tu fais la vie, une fois que vous êtes rejeté, c'est fini. Vous ne pouvez plus demander la régularisation d'aucune manière. C'est dans la loi. Et là, le décret qui vient de sortir, par exemple pour les gens de Mayotte, ils disent que dans ce décret, que toutes les femmes qui accouchent, parce qu'ils pensent que toutes les femmes viennent à Mayotte accoucher et puis avoir des enfants français. Alors que c'est faux, la préfecture de Mayotte est tout enfermée. Les gens sont là-bas 50, 10 ans, ils n'ont pas de papier. À chaque fois que vous vous présentez dans la préfecture, c'est fermé. C'est jamais ouvert. Donc, dans ce décret, c'est ce qu'ils disent, qu'il faut que la femme soit en situation régulière avant son accouchement. Je pense que peut-être ils vont écrire dans le coin de l'extrême naissance, j'étais né, mais nos parents sont sans papier. Pour qu'à la majorité, on puisse se rendre compte où ils vont créer un nouveau fichier. Parce qu'ils sont tellement rapides à créer des fichiers pour des gens qui accouchent sous statut de sans-papier, donc ils sont capables de faire tout ça. Mais en tout cas, ce décret est sorti le 28 mars.
le 28 février plutôt, excuse-moi. Et c'est très très compliqué. Et pour terminer, je dirais que nous, on a bâti notre force au sein de la CSP 75 sur l'autonomie. L'autonomie parce qu'on pense que le discours que nous on a, c'est un discours qui ne plaise pas surtout aux politiques. Et comme c'est les politiques qui décident souvent, même dans certaines associations qui ont beaucoup de liens avec les politiques, entre guillemets, donc c'est compliqué de faire passer le message. Et nous pensons que la seule moyen pour exister, c'est l'autonomie. Donc on a sorti le journal La Voix des sans-papiers, ça coûte 50 centimes, et c'est un journaliste italien qui nous aide à le faire. Moi je parle comme je suis en train de vous parler, et lui il essaie de le transformer, de l'écrire bien, pour que ce journal-là, qui attire beaucoup de gens, et aussi à chaque action que nous menons, que ce soit en France, en Europe ou en Afrique, on fait des t-shirts, donc c'est de ça qu'on vit. Depuis quasiment 10 ans, toutes les actions qu'on a débattues en Assemblée, on a réussi à le faire grâce à ça. Pas de subvention de l'État, pas de subvention des colonnes organisées et pas de subvention d'élus. On a réussi quand même à faire ça avec des braves Français qui sont autour de nous et qui nous aident à s'organiser dans ce sens-là, mais dans l'autonomie. Et ça, c'est très important à le souligner. Merci. Merci beaucoup, Anne-Suzanne. Et vraiment, toute mon admiration, je me joins à ce que disait Léopoldine tout à l'heure aussi pour votre combat et le fait de vraiment garder le cap de cette liberté de circulation, de l'installation, etc. Voilà, grâce à vous, on réalise aussi ce dont parlait Léopoldine, ce découragement, la façon dont les associations, les soutiens peuvent se laisser décourager. Et ben, tout d'un coup, de vous entendre et de voir l'intensité des manifs de sans-papiers, ça fait vraiment du bien et ça nous donne beaucoup d'inspiration en fait, pour continuer à garder ce cap de l'émancipation sans se laisser affecter par les logiques qui s'imposent dans les luttes au quotidien avec tous les obstacles qu'on rencontre. Moi, j'aurais peut-être une petite question, mais je voudrais d'abord passer la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Sachant qu'Anzouman va devoir nous quitter un peu plus tôt que 20h, donc si vous voulez vraiment nous poser des questions, c'est l'occasion et c'est bon de le faire maintenant. Ok. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez, quel rôle pourrait jouer la recherche et le monde des chercheurs pour vous dans ces luttes-là, dans tout ce qui est politique migratoire. Bon, pour moi, les chercheurs dans cette lutte, c'est d'expliquer que si je prends l'exemple des États-Unis, de la France, des grands pays du monde, ils ne sont pas devenus grands pays comme ça. Au départ, ils ont quitté la France, les États-Unis, pour aller se former ailleurs, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, pour que je puisse importer ça chez nous. Donc je pense que si les chercheurs font leur travail correctement, ils devraient en tout cas souligner ça. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Donc ils ont été colonisés par des gens qui viennent notamment de l'Angleterre, et beaucoup d'endroits aussi ont été comme ça. Parce que l'immigration chez nous, dans le temps, c'était réservé uniquement aux gens qui ont fait des choses très graves. C'est-à-dire celui qui viole, celui qui tue par hasard, mais qu'il n'a pas fait exprès. Ou celui qui fait des choses très très graves. Donc pour se reconstruire dans le même village, dans le même pays, c'est difficile. Même si la famille excuse la chose, même si
les voisins exclusent, c'est difficile de reconstruire une vie à côté de celui dont tu as été à l'origine de la disparition de ses parents, par exemple, même si c'est involontaire. Donc l'immigration était réservée à ces personnes-là, parce qu'il faut partir se reconstruire ailleurs, et ensuite maintenant aux gens qui veulent aller apprendre ailleurs pour ensuite retourner et servir le pays ou servir sa commune. Donc je pense que la recherche peut être un outil important pour compléter la lutte que nous sommes en train de mener. Oui, un des sons que je trouve et des pratiques les plus révoltantes en matière de barrage aux migrants, c'est que les 1000 passants, évidemment, on ne peut pas dire il faut laisser les Africains, les Maghrébins mourir dans la Méditerranée. Non, ils disent qu'il faut arrêter les passeurs. Non, le passeur, c'est la mafia. Voilà, quand ça pourrait servir l'action sociale, qui sont les passeurs? C'est vraiment la question, qui sont les casseurs. D'accord? Moi, pour le peu que j'ai vu aussi l'image, à Calais notamment, qui sont les passeurs des Afghans, d'autres Afghans, qui ont acquis de l'expérience sur place, qui ont compris comment on pouvait passer dans les camions ou pas, etc. Parce que les fantasmes utilisés des passeurs, mafia, tout ça, qu'en même temps, il faut passer des drogues, des armes, tout ça, c'est bidon, évidemment. Pour moi, les passeurs, c'est le gouvernement qui fabrique les passeurs. Parce que si les politiques qui est menée fait que les gens sont cantonnés et ne peuvent pas se déplacer, donc forcément ils vont trouver d'autres voies pour se déplacer. Et c'est forcément les politiques qui créent ce genre de système. Je prends l'exemple de la Libye. Au moment où, à un moment donné, les gens qui sauvaient les gens à l'intérieur de la Méditerranée, ces gens-là, l'Union européenne a donné beaucoup, 2 voire 3 fois plus d'argent à ces gens-là, au lieu de sauver, pour refouler les gens dans la mer. Donc c'est ce qui se passe. Donc c'est l'État, le pouvoir public qui forme les passeurs à travers leur politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez des liens avec les militants politiques sur place en fait? Par exemple au Mali ou autre part, pour faire les liens en fait entre la lutte ici et là-bas. Au Mali, à chaque fois, depuis la bourse de travail en 2008, à chaque fois qu'on va au Mali, on est reçu au ministère des Maliens de l'extérieur. Mais c'est tout, hein, on est d'accord sur rien. Parce que nous, on est contre les expulsions, on est contre la politique qui est menée là-bas. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que 17%, le Mali accepte 17% de laisser passer. Mais il n'y a pas 5% des Maliens qui sont régularisés. Ils ne disent pas ça. Donc ces politiques qui sont sur place là-bas, même ici en France, parce qu'il y a des associations qui sont là pour le gouvernement. Et nous, on combat ces associations-là, parce que le travail qu'ils font ne nous convainc pas. Je ne parlais pas des associations liées au gouvernement, mais en fait je ne connais pas, mais à des groupes militants qui se battent contre le gouvernement, contre les politiques du gouvernement ou les politiques étrangères. Oui, il y a l'association des Maliens expulsés à Bamako, qui est une association qui se bat contre les politiques du gouvernement. Et nous-mêmes, là, j'ai parlé de la coalition internationale de sans-papiers migrants. Donc, on a une antenne à Bamako, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal et en Guinée. Donc, pour l'instant, on n'est pas trop mieux, on n'a pas de moyens, mais c'est les moyens qui manquent. Donc, à chaque fois qu'il y a des événements comme la France-Afrique, l'Afrique rencontre les pays de l'Union européenne, on se mobilise ici pour aller avec le peu de moyens qu'on a. Donc c'est très faible pour mobiliser un public assez large. Vous voyez, l'AME, c'était depuis 1996, ils existent, mais nous, on vient d'arriver sur le terrain. Donc on ne s'entend pas avec les politiques qui sont sur place là-bas. Nous, on est contre ce qu'ils sont en train de faire. Notamment signer des accords, prendre de l'argent pour expulser les gens. Les gens, ils sont venus ici, ils ont perdu tous les biens de leur famille pour venir ici, et puis après un consul se met dans un bureau pour signer de laisser passer. Non. Est-ce qu'au fil du
militants, vous avez l'impression de trouver plus ou moins de soutien parmi les militants de la population française qui sont pris par une multiplicité de luttes actuellement? Et la deuxième question par rapport aux navires qu'on peut essayer de financer pour sauver les gens en Méditerranée, je ne sais pas si c'est là où on en est, mais ça a l'air très, très compliqué. Ben ici, on a des militants qui sont des noyaux de militants qui sont là encore, mais on est beaucoup dispersés aujourd'hui. Parce que dans le passé, je prends l'exemple de Saint-Bernard. De Saint-Bernard, tu peux compter de la CGT, de tous les syndicats, aux associations, en passant par les collectifs de sans-papiers, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, chaque arrondissement, il y a un collectif de sans-papiers qui se bat. Déjà, entre nous-mêmes, on n'est pas solidaires, surtout les Français. Donc il ne faut pas reprocher aux Français qui sont les papiers, alors que nous-mêmes, en tant que sans-papiers, nous sommes les papiers. Donc ça diminue notre force face au pouvoir. Moi j'ai une question, c'est par rapport à la lutte, enfin à l'arrivée des demandeurs d'asile, qui a pas mal perturbé la donne dans le combat, et vous aviez écrit dans La Voix des sans-papiers là-dessus, sur la manière dont en fait les demandeurs d'asile refusaient déjà de se considérer comme des sans-papiers, en affirmant qu'ils avaient quand même la possibilité de jouer cette carte-là, et à l'époque, quand il y avait cette lutte en 2015 à La Chapelle, c'est ce qu'il disait. Je me rappelle, il y avait un nouveau militant qui était là, qui était Demba, qui faisait beaucoup passer ce message de rejoignez-nous, unissons-nous, etc., avec les sans-papiers. Mais on lui rétorquait souvent, attends, nous on n'est pas des sans-papiers. C'était presque quelque chose de stigmatisant, quelque chose qui refusait de voir, et qui malheureusement, vu les chiffres de l'asile, arrive à plus que 30% environ, je crois, sont acceptés dans leur demande d'asile. Et donc avec l'idée que c'était, de toute façon, ils deviendraient probablement des sans-papiers, et que c'était qu'une question de temps, et qu'ils se rejoindraient à cette lutte. Et par rapport à ça, donc la question c'est, est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que les gens à qui on a refusé l'asile viennent vers vous? Et est-ce que cette convergence est possible finalement avec eux? Et puis, moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'il y avait aussi une différence d'origine géographique. Enfin, c'était beaucoup les demandeurs d'asile étaient des Soudanais, de l'Est de l'Afrique, en fait, beaucoup des Érythréens, des Éthiopiens, et qui n'avaient pas la même expérience de la France que des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, etc., qui sont des gens qui ont été colonisés par la France, qui ont un rapport beaucoup plus critique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, alors qu'eux arrivaient avec la France, pays des droits de l'homme, ils véhiculaient comme ça des images qui étaient complètement erronées. Ils ont beaucoup déchanté d'ailleurs dans la manière dont ils ont été traités. Donc comment vous analysez en fait cette dissociation qui s'est faite, ce fractionnement qui s'est fait, et est-ce que vous avez espoir que ces demandeurs d'asile, en tout cas ceux qui ont été déboutés, puissent rejoindre la lutte des sans-papiers aujourd'hui? Moi, premièrement, ce que j'ai remarqué à cette période-là, c'est que ce sont des gens qui veulent d'abord trouver un endroit où poser leurs valises. Et ce n'est pas le cas des Sénégalais et des Tunisiens qui ont des frères ou un lien avec la France. Donc, même s'ils sont sans papier ici, ils ont une chance de trouver un toit tout de suite à travers le réseau des Maliens de France ou à travers les réseaux tunisiens de France. Donc ce n'est pas le cas des Soudanais et des Érythréens. Quand eux ils viennent ici, ils connaissent personne, donc ils sont obligés de rester dehors. Donc au début du campement de 2012 à Stalingrad, c'est ça qui a été les difficultés. Parce que quand on faisait des réunions avec eux, la première revendication c'est un toit. Et les sans-papiers, la première revendication c'est la régularisation. Donc nous, en tout cas, on a beau dire que vous, demain, vous serez les sans-papiers, parce que sur 100 demandes, peut-être si vous avez la chance, 20 à 30 personnes vont vous tenir, le reste seront des sans-papiers. Mais comme la première question que vous avez posée, Odine, par rapport aux Blancs, parce que le fait qu'on est en France et qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui venaient à Stalingrad pour leur dire que ce n'est pas la même chose, eux, ce sont des sans-papiers, vous, vous êtes des réfugiés. Donc, ils écoutaient ce discours-là
plus que nous, parce qu'on a la même couleur, on vient peut-être du même continent. Donc ils pensent beaucoup plutôt à écouter ce discours-là que de dire que bah, eux, ils sont là depuis longtemps, peut-être qu'ils connaissent le pays plus que nous, mais ce serait mieux qu'on essaie de travailler avec eux. Donc ça, cette question-là, cette remarque-là a été pertinente entre 2012 et 2016, voire les premières expulsions. Donc moi, je pense que c'est ça un peu la différence. Le fait qu'eux, ils veulent d'abord poser leur valise et ensuite voir comment les choses vont s'organiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que la nécessité de travailler ensemble. Et avec la Sapelle des Bouts, ils sont en train de faire en sorte que beaucoup de gens du foyer font des actions avec les Soudanais, les Afghans aussi, hein, et les Érythréens. Ok, merci beaucoup. À moins qu'il y ait une très rapide question, et puis ensuite on va enchaîner. D'abord, un grand merci pour ce qu'on vient d'entendre. J'avais une remarque, mais je vais la zapper. Je voulais juste une question directe. C'est est-ce que vous avez pensé à réfléchir à la mémoire de la lutte et entre autres aux archives du travail que vous faites? Parce que moi, je travaille sur la contemporaine et un certain Saïd Bouziri a déposé ses archives. Je ne sais pas si vous connaissez le MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Et dans les années 70, parce que toute cette affaire n'est pas nouvelle, la question des expulsions, la question des foyers Sonacotra, la question de la violence d'État et la question de la toxicité de la pensée de l'État, notamment à travers aujourd'hui un certain nombre de chroniqueurs qui parlent de théorie de remplacement. C'est ce qui amène une nouvelle toxicité qui est complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une violence policière. Je me souviens, j'avais 15 ans, à Barbès, quand on vous arrêtait, on vous demandait carte de séjour et aussi fiche de paie. C'est-à-dire qu'il fallait justifier de 6 mois de fiche de paie qu'il fallait avoir sur soi. Donc vous aviez des types qui ramassaient dans leur papier, dans un plastique, des fiches de paie. Et c'était une violence inouïe avec évidemment des assassinats, des crimes, etc. Et le mouvement des travailleurs arabes, à l'époque, avait fait toute une action importante de lutte, de vraiment, j'en parlerai plus tard, mais là c'était juste pour vous dire ce que je trouvais intéressant dans ces militants-là des années 70, c'est que certains d'entre eux, notamment Saïd Bouziri, a gardé toutes ces traces de l'invisibilité et les a déposées à la contemporaine à Nanterre. Et aujourd'hui, il y a ce fond d'une richesse extraordinaire. Je suis en train de lire en ce moment ces archives, et ça montre qu'il y a une véritable combativité qui n'est pas d'aujourd'hui. Parce que le problème des traces de la mémoire, c'est qu'on nous dit bah, c'est nouveau. Ah ben, mais non, c'est pas nouveau. La lutte et le combat datent depuis très très longtemps. Mais la question qui se pose, c'est la question de la transmission. Comment on fait pour transmettre? Et donc pour transmettre, évidemment, il nous faut des traces. Et je trouvais très intéressant, monsieur, je ne sais pas, vous avez parlé d'un journaliste italien qui vous accompagne, qui vous aide. Je trouve ça très précieux parce que ça permet pour les futurs chercheurs, les futurs militants, de croire qu'on n'a pas inventé l'eau chaude aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. J'ai oublié au passage de parler de la marche de solidarité, mais samedi dernier, pour ceux qui étaient à la manifestation, ont vu qu'on a réussi quand même à faire une conférence de presse commune mardi d'avant la manifestation, non seulement avec les Gilets jaunes, la marche pour le climat et la marche de solidarité. Et l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, mais Denis va me corriger après, en avril 2018, on a fait une assemblée générale où il y avait les foyers, les collectifs de salariés et les familles victimes de violences policières. On a parlé de la mémoire de la lutte. C'est quand même l'association des travailleurs maghrébins ou l'UJFQ qui avait fait la proposition l'année dernière. On va essayer de le mettre à l'ordre du jour, de travailler, c'est vrai, parce que
Les mêmes personnes ne vont pas rester ici jusqu'à l'éternel, donc il faut laisser des places. Ça peut être intéressant pour les jeunes qui vont arriver. En tout cas, merci. Bon, on va Bonjour tout le monde. Je vais essayer de respecter un petit peu, enfin j'espère, ce que m'avait demandé Nicolas. On a des points de vue et je pense que c'est ça qui est intéressant, qui sont pas, les points de départ ne sont pas exactement les mêmes. Moi je me définis comme activiste, c'est-à-dire qu'y compris les questions théoriques, les questions d'analyser les choses, etc., le point à partir duquel je me les pose, c'est à partir de la lutte, de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance, les découragements, les obstacles, les avancées, les choses qu'on découvre, etc. Ce qui ne signifie pas que c'est pas important du coup de comprendre ça. Donc j'ai essayé, alors ça va être un peu des fois, et je m'en excuse, peut-être un petit peu caricatural ou trash la façon dont je vais poser les choses. Et ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est toujours, il y a des va-et-vient, etc. Donc là, je vais présenter un peu des expériences et puis un peu plus du coup ce que ça évoque, comme si ça se passait comme ça de façon chronologique. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et je vais démarrer sur l'expérience ou le point de départ de l'été 2015. Alors soyons clairs que ce qui se passe à l'été 2015 est pas, d'ailleurs ça a été rappelé sur les années 70, et pas le début de la saloperie des politiques anti-migratoires, parce qu'il n'y a pas de politique migratoire, il y a des politiques anti-migratoires. Les effets préexistent à ce qui se passe au moment de 2015. Les luttes dans les foyers dans les années 70, les luttes des collectifs de sans-papiers. Moi j'étais à Saint-Bernard en 96 déjà, on a partagé avec Sissoko ces dernières années, depuis un certain nombre, et pas mal d'années, pas mal de luttes, et avant 2015. Mais ce qui se passe en 2015, je pense à un sens, il y a des événements qui prennent des formes nouvelles, qui d'une certaine façon permettent, ou les expériences qu'on fait à ce moment-là, révèlent y compris des choses, des fois qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas analysées auparavant sur des luttes qui se menaient, ou les façons de les mener, ou les questions qui se posaient. Il y avait Calais aussi avant 2015, et le début de toute la phase, que moi j'appelle la phase des campements, qui de fait prennent une forme de lutte. C'est pas juste des campements pour mettre des tentes, etc. Il y a une forme de lutte. Ça existe déjà à Calais auparavant, alors c'est peut-être parce que c'est Paris, et donc tout de suite ça a plus de visibilité. Dans mon cas, c'est surtout parce que c'est le quartier de la Chapelle, et que le quartier de la Chapelle, c'est mon quartier, pas au sens possessif du terme, mais c'est le quartier dans lequel je milite depuis longtemps, dans lequel j'ai été kiosquier sur la place de la Chapelle, donc c'était quand même un endroit assez privilégié. Et du coup, parce que ce qui se passe à la Chapelle en juin 2015, c'est qu'il existe un campement assez massif sous le métro, qui n'est pas un campement de lutte, où il y a des solidarités de quartiers qui s'expriment, mais pas très développées par ailleurs. Mais à partir d'un certain stade, il y a en plus des articles de journaux qui commencent à se développer, etc. Les autorités, la mairie de Paris, la préfecture, etc., décident d'évacuer le campement de la Chapelle. C'est le 2 juin, il me semble, le 2 juin 2015. Et en tout cas, la relation particulière, c'est que dès ce moment-là, on se retrouve avec un petit groupe de militants et militantes qui ne se connaissaient pas forcément très bien auparavant, à intervenir dès le départ. Et je pense que la spécificité par rapport à ce qu'il y a avant, c'est qu'on est dans une situation, alors avec tous les problèmes que ça pose, d'une certaine façon, auparavant, les collectifs de sans-papiers ou les luttes de l'immigration, généralement, mais surtout la lutte des sans-papiers, il y avait un côté de, comme l'a redit Sissoko, il y avait un côté de choix, en mettant des gros guillemets, mais c'est-à-dire que 96, la lutte de Saint-Bernard, qui commence pas en août, mais qui commence en février 96,
avec toute une série d'occupations qui finissent à l'église Saint-Bernard et une expulsion très médiatisée, médiatique. C'est une lutte où des sans-papiers décident de sortir dans la rue en disant on était des clandestins, on arrête d'être clandestins, et maintenant on va au grand jour pour réclamer nos droits, ce qui donne par ailleurs tout ce qui va après, y compris sur l'appellation, de décider de s'appeler sans-papiers pour casser le terme clandestin. Là, on est dans une situation à l'été, en juin 2015, où on est dans des campements, des situations pour les migrants qui sont des situations de survie. C'est-à-dire que, et c'est là où toute la complexité des choses, où les questions d'urgence, c'est du jour le jour, les questions d'urgence se mêlent à tout un processus d'obtenir les possibilités, les conditions dans lesquelles les gens peuvent vivre sur la durée, etc. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la survie, de fait, devient quelque chose qui est mis sur la survie des migrants, est mis sur la place publique, est rendu visible. Pas un choix politique de se battre pour leurs droits, mais tout simplement les questions de survie. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'avec l'évacuation de ce premier campement et toute la façon dont les logiques dans lesquelles elles sont menées, c'est que cette question de survie, toute simple, basique, devient aussi directement un enjeu de confrontation directe avec l'État et le pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et ce à quoi on assiste, c'est, notamment dans cette évacuation-là, c'est d'invisibiliser directement les migrants et par la répression, par la force, y compris, c'est mis sous un petit vernis, donc ça se perfectionnera, le pouvoir perfectionnera ça par la suite sur les autres expulsions et évacuations. C'est mis sous un vernis de on va s'occuper d'eux, etc. Hidalgo prend des résolutions, etc. La réalité à laquelle on assiste sur le jour même, c'est par exemple, il y a 2 cars qui sont censés partir vers des hôtels, des lieux d'hébergement, où les migrants qui sont expulsés ce jour-là sont simplement déversés dans la rue. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, on est à la Chapelle, un petit peu plus haut que Jaurès. Voilà, ça c'est la situation. Par ailleurs, il y a au moins plusieurs dizaines de migrants ce jour-là qui n'étaient pas sur le campement pour différentes raisons au moment de l'expulsion, de l'évacuation, et qui du coup se retrouvent à la rue sans possibilité du tout de bénéficier des pseudo-hébergements. Donc on se retrouve dans une situation quasi immédiate où il y a, on va dire, au moins une centaine de migrants de ce campement-là qui se retrouvent dans la rue et poussés, chassés par la police dès qu'ils essayent de se rassembler. Voilà, c'est ça le début de la situation, mais ça va donner, et ça donne une expérience à la fois pour les migrants et pour ceux et celles qui viennent pour, entre guillemets, les aider, pour se retrouver avec eux. Une situation où il y a une expérience qui est faite dès le départ même si ce n'est pas théorisé, quels que soient les a priori politiques, idéologiques, etc., qui est une expérience de ce qu'est le fond, à ce moment-là, des politiques anti-migratoires du pouvoir. Et c'est tout de suite, à travers l'expérience, c'est absolument clair. Il n'y a aucun souci, mais même un petit peu affiché, mais aucun souci d'essayer de répondre en termes de solutions par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les migrants. L'exemple de ces 2 cars qui sont emmenés 2 rues plus loin et puis qui sont foutus à la rue en est l'illustration. Donc il n'y a aucunement, ce qui apparaît directement, y compris dans la façon dont sont traités les migrants qui restent à la rue le jour même, il n'y a rien dans la politique qui est menée qui puisse être, y compris perçu, comme tenter d'essayer de trouver une solution que posent les migrants. Et ce qui apparaît directement, c'est que la première des logiques, pour ceux qui font l'expérience à ce moment-là, y compris pour nous qui venons en soutien, sur les terminologies on pourrait discuter à l'infini, c'est que le seul souci à ce moment-là de la politique des autorités, c'est l'invisibilisation des migrants. C'est-à-dire que ce qui a conduit à l'expulsion, c'est qu'il y avait un campement, simplement par sa taille,
par une certaine médiatisation à un moment donné, qui devenait visible et qui rendait visible la situation des migrants et des migrantes, et c'était ça qu'il fallait qu'ils cessent. Et qu'ensuite, les jours qui suivent, on a une phase de 2-3 jours où de fait on passe de lieu en lieu et à chaque fois avec intervention très violente des flics, mais simplement, y compris les flics, il y en a un certain nombre qui sont désemparés parce qu'ils voient que ça mène nulle part ce qu'ils font. Il y a un épisode où simplement on revient sur la place de la Chapelle après une nuit, je ne me souviens plus les séquences exactes, mais où simplement ils essayent de foutre les migrants et de pousser les migrants violemment dans le métro. Dans le métro. Ça s'interrompt simplement parce qu'il y a quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme, tout le monde, l'alarme, le métro ne marche plus, et tout le monde redescend, et on se retrouve à essayer d'aller chercher un autre endroit, on essaye d'envahir un gymnase, etc. Et à chaque fois, encadré, courant pour larguer les flics, etc., mais sous la pression continuelle des flics, dont le seul objectif, c'est de disperser. Et donc de rendre invisibles les... Et d'ailleurs, y compris, bon ça ce sera perfectionné par la suite, c'est pas simplement le campement qu'il faut supprimer de la vue de l'opinion publique, etc., de la vue publique, c'est aussi les traces du campement. Et empêcher que ce campement puisse se reconstituer. Ça va être les grilles qui sont foutues partout et au fur et à mesure dans le quartier, notamment du 18e, Stalingrad, etc. Mais c'est aussi les bennes à ordures, enfin tout ce qui est très vite, les flics, à chaque fois qu'il y a un dispositif comme ça, les flics sont suivis par le nettoyage pour virer, foutre dans la benne les tentes, les sacs de couchage, enfin toute trace du campement et de la présence des migrants en tant que présence visible dans l'espace public et collective. Et le deuxième aspect, mais qui est forcément lié, c'est la déshumanisation des migrants et des migrantes. Alors ça prend plein de formes, mais ce sera vrai sur tous les campements qui existeront, le refus total d'avoir des interlocuteurs et des interlocutrices parmi les migrants, avec lesquels on pourrait discuter, avec lesquels on pourrait négocier, etc. Refus absolument de les reconnaître en tant qu'interlocuteur ou interlocutrice. Après, ça prend des formes beaucoup plus dégueulasses et beaucoup plus directes, l'utilisation des gants en plastique par les flics, et y compris les associations qui collaborent aux expulsions, tous les trucs dans les journaux sur le risque d'épidémie, etc. Donc, une déshumanisation profonde. Ça, alors, je veux dire, c'est pas forcément immédiat, mais ça mène forcément ce constat-là à essayer de réfléchir pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui légitime ce type, ou légitime, pas simplement légitime, qu'est-ce qui est à la source de ce type de logique. Bon, moi je sais que ça m'a amené, alors il y en a certainement, c'était avant qu'il a écrit, mais ça m'a amené à aller lire un sociologue algérien qui bossait avec Bourdieu. C'était pas un élève de Bourdieu, il bossait avec Bourdieu, parce qu'on parle souvent des élèves de Bourdieu, lui c'était pas un élève, c'est Abdelmalek Sayad, qui explique à partir sur les luttes de l'immigration, le MTA, les grèves de la faim, sur les luttes de sans-papiers, etc., qui explique que dans l'ordre politique tel qu'il est conçu, donc la politique telle qu'elle est conçue, n'est concevable que dans l'ordre national. Et que dans cet ordre national, les migrants, simplement quand ils se rendent visibles, alors lui il parlait justement de la visibilité que se donnent des sans-papiers quand ils se mettent en lutte, que ce soit une grève de la faim, que ce soit une occupation, etc., lui parlait d'hérésie de l'ordre par rapport à l'ordre politique. C'est-à-dire que les migrants ne peuvent exister. Pour Abdelmalek Sayad, ça signifie qu'on ne peut pas exister quand on n'existe pas politiquement, ou exister, c'est exister politiquement, c'est une des phrases qu'il donne. Ils ne peuvent exister politiquement dans l'ordre dans lequel on est, dans l'ordre politique dans lequel on est, et qu'à partir de ce moment-là, la seule façon, quand ils essayent de se rendre, et qu'ils se rendent visibles, ou qu'ils sont visibles, qu'elles sont visibles, à partir de ce moment-là, la seule possibilité, c'est de les faire disparaître. Ça, c'est une des premières possibilités. Alors après, on voit toutes les autres déclinaisons de faire disparaître les migrants en tant que migrants. C'est-à-dire qu'ils peuvent se remettre à exister politiquement, mais à partir du moment où ils cessent d'être migrants. Alors, il y a
y a plein de façons, hein. C'est les empêcher de venir, c'est les expulser, c'est en ridiculariser certains sur la base de critères, bien sûr, déterminés par le pouvoir, et pas par les luttes, pas par le reste de la société, etc. Et une dernière façon, qui est assez joliment exprimée par Abdelmalek Sayad, qui était criminalisé, parce qu'en les criminalisant, il lui dit mettre hors la loi quelqu'un, c'est le réintégrer de fait dans l'ordre de la loi. Donc on voit un petit peu toutes les déclinaisons et les stratégies de l'État, et ça permet, enfin pour moi, ça m'a permis d'un petit peu de comprendre un certain nombre de stratégies qui étaient... Ouais, mais ça, c'est ça.